D'accord, avec plaisir. Alors, nous allons entendre maintenant deux chercheurs, euh, José Grenier et Mélanie Bourque, qui sont professeurs et chercheurs au Centre de recherche et d'innovation sociale CRISE de l'Université du Québec en Outaouais. Merci de votre souplesse, mesdames, d'accepter de monter dans l'arène maintenant pour nous faciliter la vie. Vous allez bien? Oui, oui, merci, Merci. merci. Oui. Alors, écoutez, vous avez 10 minutes pour nous présenter votre rapport qui est assez costaud, ma foi. Allez-y, on vous écoute. Ben, on a un PowerPoint qu'on va vous passer maintenant. Fait que je trouve ça, puis je vous reviens. Et c'est José qui va être maître des diapos. Alors, si jamais il y a un décalage entre mon discours et les diapos, ce sera de sa faute. OK. Est-ce que, Mélanie, tu vois bien? Oui, je vois. Si tu veux peut-être le mettre plus tu vois, je vais en le mode mettre. présentation, c'est quand même plus agréable pour les gens. Oui. Et puis, on saute dans l'arène, on comprend que le temps est compté. Là, je cherche le mode, je ne le vois pas. Juste en bas, à droite de l'écran, là, il y a une espèce de petit écran. Ouais, Là, de l'autre côté. Ah oui, À côté de excusez-moi. quitter. Ben oui, on l'a, OK. Attends, je cherche la Merci. partie pour envoyer ça. Je vais aussi fermer mon micro. Bon, Je là, vais mettre je mets mon minutage. on se J'espère que ces minutes. prépare. Oui, ces Oui. minutes-là ne sont pas retirées finalement. Ah, pardon? On va commencer au moment à compter les 10 minutes Parfait. quand vous allez OK. commencer. Parfait. OK, Je commence. C'est bon. Donc, premièrement, merci beaucoup de nous donner cette tribune aux États généraux là, du travail social. C'est une reconnaissance, bien sûr, pour José et moi. Et c'est une autre façon de diffuser nos connaissances là, développées à l'université. Donc, en fait, on va vous parler aujourd'hui de la nouvelle gestion publique. José et moi, on a fait une synthèse de nos travaux. On souhaiterait parler d'autre chose. Mais il semble que, d'après ce que vous venez de dire, Madame Aymon, que malheureusement, les décideurs persistent et signent dans leur choix de mode de gestion. Et je pense que c'est encore plus pertinent aujourd'hui, peut-être, qu'il y a 10 ans, de reparler de la nouvelle gestion publique et du travail social. Donc, le plan de notre présentation suit évidemment le plan de notre rapport. Donc, on va contextualiser évidemment de manière très impressionniste là, la mise en place de la nouvelle gestion publique, ce qu'elle est, brièvement aussi, les impacts sur les conditions de pratique et je passerai à ce moment-là la parole à ma collègue Josée qui vous parlera des impacts sur les acteurs et évidemment de quelques-unes de nos recommandations puisqu'on n'a pas le temps de vous les énumérer toutes. Alors, en fait, la nouvelle gestion publique, elle a été imposée là, dans toutes les démocraties post-industrielles, là, années 80-90. Si on se rapporte au système de santé et services sociaux du Québec, c'est bien sûr avec le rapport Rochon, donc on retourne dans les années 80, la commission d'enquête de 80 à 85 qui à partir de ce moment-là, en fait, dans le discours public, on souhaite imposer plus d'efficacité et d'efficience au système et donc d'imposer un système centré sur l'atteinte de résultats. Bien sûr, les services sociaux, je pense, davantage, bien qu'il ne faut pas minimiser l'impact non plus sur l'aspect sanitaire du réseau, mais je pense que les services sociaux vont être affaiblis par ces réformes successives-là en imposant d'une part, évidemment, la nouvelle gestion publique de manière de plus en plus marquée et d'autre part, une logique gestionnaire dans une perspective davantage épistémologique, on le verra là, avec les données probantes, qui va transformer le contexte de pratique et en fin de compte les pratiques du réseau. La nouvelle gestion publique, évidemment, qu'est-ce que c'est? Si vous nous avez déjà entendu, vous le savez. Donc, évidemment, c'est une gestion par objectif axée sur les résultats où la performance est essentiellement mesurée par des statistiques, évidemment des chiffres.
ce qui fait que ça développe une lecture très comptable des activités cliniques là, en travail social et des autres activités. Donc, c'est le nombre qui compte et non pas nécessairement l'intervention ou ce qu'on pourrait définir comme la qualité de l'intervention. Évidemment, on impose des quotas à atteindre, des indicateurs de performance et tout ça dans le but de voir plus de gens en moins de temps. De Gaulle-Jacques parle ici, définit la gestion publique comme une gestion paradoxante hein, qui place les individus, les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, dans des situations où elles souhaitent répondre aux demandes des usagers, mais ne peuvent pas nécessairement le faire de manière adéquate selon elles, puisque, évidemment, elles doivent remplir des indicateurs de performance. Les impacts sont nombreux. On en a beaucoup ici. Je vais vous en citer quelques-uns parce que le temps file. Donc, évidemment, un des éléments principaux qu'on a remarqué, c'est la standardisation des pratiques dans le réseau. Avec la valorisation de l'approche avec les données probantes, l'imposition de protocoles. C'est sûr que plusieurs travailleuses sociales nous ont rapporté se sentir moins libres, en fait, en ce qui concerne leur jugement professionnel parce que, justement, elles doivent remplir, si on veut, des cases, c'est-à-dire que les usagers doivent cadrer dans des cases qui font en sorte qu'ils obtiennent des services, mais parfois, ils ne remplissent pas ces cases-là et ils font en sorte qu'ils sont laissés pour compte. Donc, ça, c'est un exemple, mais il n'en demeure pas moins que la standardisation des pratiques a vraiment un impact sur la façon de pratiquer le travail social dans le réseau. Très rapidement, donc évidemment, avec beaucoup de temps à consacrer aux statistiques et une invisibilité des pratiques centrées davantage sur le care que sur justement les données probantes. Alors, je passe la parole à Josée puisque le temps file trop vite. Bien entendu, avec les conditions qui vont être, que Mélanie a mentionnées ici, là, les conditions au sein des organisations vont entraîner des tensions et des insatisfactions là, chez les TS. Donc, il y a un écart aussi entre le travail prescrit et le travail réalisé. En rafale, là, je nomme quelques éléments ici. Là. Bon, on fait beaucoup de travail de bureau et beaucoup moins de travail de terrain, hein, ce pour quoi on a été formé. Il y a un contrôle de pratique, il y a moins d'autonomie. Il y a moins de pratiques créatives aussi en regard de la perte d'autonomie vécue parce qu'on est pris aussi dans des enjeux de quotas qui sont bien réels. Il y a un manque de ressources pour transformer puis agir sur les conditions de vie puis d'existence des gens. Donc, puis parallèlement à ça, il y a une imputabilité forte qui est remise aux intervenants. Ça amène une tension, puis davantage, bien, ça amène une lourdeur au quotidien, un sentiment d'impuissance, de découragement, de la démobilisation puis de l'épuisement. Bien, ces conditions entraînent pour les intervenants très souvent des questionnements, une perte de sens au travail, de la souffrance au travail, puis aussi, au final, bien, ça amène un absentéisme élevé dans le réseau de la santé et des services sociaux et pour les intervenants sociaux. On n'est pas à part. Donc, les conditions pour exercer convenablement bien, sont insatisfaisantes. L'enjeu de performance également amène des tensions entre les intervenants et les gestionnaires, puis également entre les intervenants entre eux. On se compare, il y a des rivalités, il y a des conflits, puis même de l'isolement au travail. Tout ça, entre autres, en lien avec les statistiques, là, puis la reddition de comptes. Donc, ça a un impact aussi sur le collectif de travail. Puis au final, bien, ce qu'on voit à cause des conditions, bien, il y a un départ accru là, vers le secteur privé. Là. On a des chiffres pour le démontrer. Puis aussi, ce qu'on voit, bien, pour qu'il y ait un mieux-être au travail, bien, il y a une mobilité là, vers des intervenants vers différents secteurs aussi, d'autres secteurs d'activité. Puis ça amène aussi une instabilité des équipes de travail, puis ça amène aussi une perte d'expertise. Bien, tout ça aussi, ça a un impact sur les services destinés à la population. On a pour la population vit des enjeux d'accès aux services, des enjeux au niveau de l'offre de services, puis de la continuité des services. On est aussi brièvement là, dans un système complexe, puis difficile à comprendre, puis à se repérer. Il y a beaucoup de boîtes vocales. Il y a une difficulté d'accès à l'information, puis
Puis aussi, parallèlement, il y a une fracture numérique là, pour une partie de la population qui est moins à l'aise avec le numérique. Il y a eu des points de service qui ont été fermés, donc ça a amené aussi un accès plus limité aux services, puis donc des déplacements plus difficiles là, pour certaines populations. Là. Moi, je pense à ma belle-mère qui a 88 ans. Il y a un accès aussi limité à plusieurs services. Les critères d'accès sont très restrictifs. Puis ça amène des enjeux supplémentaires là, pour les populations qui sont prises aussi avec des comorbidités, des cas plus complexes, parce qu'ils ne correspondent pas aux critères. Puis tout le monde autour de la table dit, bien, pas dans ma cour, on ne les veut pas nécessairement. Il y a également des délais d'attente très longs, exemple CHSLD, la PJ. Il y a également peu de services dans certains secteurs d'activité. On donne ça au compte-gouttes. Exemple, le soutien à domicile. Ce que ça entraîne aussi, c'est une lourdeur là, pour les personnes proches aidantes. Puis au quotidien, l'aide apportée au quotidien est en partie aussi donnée par les femmes, puis également par les ressources communautaires, puis souvent sont très mal payées. Puis c'est aussi beaucoup de femmes qui exercent aussi au sein des organismes communautaires. Donc, le privé est de plus en plus présent. Puis même dans les services sociaux, ce qui amène également une égalité d'accès. En rafale, puisque le temps passe vite, là, on a choisi certaines recommandations. Ils sont tous importantes pour nous, mais on a privilégié 4 recommandations. Là. Bien, reconnaître le travail social comme une profession à pratique prudentielle, là, ce qui demande, parce que le travail social aussi demande d'agir avec prudence. Ce qui veut dire qu'il faudrait reconnaître l'autonomie professionnelle, l'importance de l'indépendance professionnelle chez ETS nécessaire pour exercer son jugement professionnel en toute liberté pour protéger le public. Exemple, il y a des fermetures de dossiers qui sont faites trop rapidement. Il y a des évaluations trop rapidement. On marche encore souvent par des épisodes de service. On devrait agir parfois sur le long cours. On devrait également, pour nous, revoir les modes de gestion pour améliorer le climat de travail, puis ici, incluant la lourdeur bureaucratique pour faire du travail social. Ça, pourquoi on a été formé. Ça veut dire aller dans la communauté, vers la population, créer des liens également. Puis pour nos 2 recommandations, bien, donner à l'ordre le pouvoir d'enquête dans les organisations. Puis pas uniquement un pouvoir d'évaluation des intervenants et intervenantes. Puis l'autre point, bien, consolider les services sociaux au Québec par un financement décent, indépendant de la santé, parce que la prévention, bien, si on pourrait faire davantage de prévention, puis on pourrait agir en amont aussi des problèmes de santé, puis des problèmes sociaux également. Alors voilà. Écoutez, c'est toujours un marathon. Je vais vous relancer rapidement sur cette recommandation dont vous venez de faire la lecture, sur un financement indépendant des services sociaux. Dans votre mémoire, vous en parliez avec l'expression « un financement unique des services sociaux ». Vous voyez ça comment? Si actuellement le ministère de la Santé et des Services sociaux ne dégage pas suffisamment d'argent et que ce n'est pas en croissance dans les services sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux plonger, Mélanie. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ce qu'on remarque, là, pourquoi on a fait ce commentaire-là? Parce qu'à chaque fois qu'on vient pour identifier le montant qui a été dédié aux services sociaux, bien, on n'y arrive pas. Puis il n'y a pas juste nous, en fait, là, commissaire de la santé et bien-être, là, ici, bien, il n'y arrive pas non plus, tu sais. Donc, pour nous, bien, il y aurait davantage de transparence aussi, puis on serait davantage en mesure aussi de faire des demandes, parce que là, il y a un manque de transparence aussi en regard bien, du budget, en fait. Comment on fait? Je ne sais pas, mais pour nous, c'est un enjeu important, là. Je comprends. Il y a aussi l'espèce de bicéphalité, mais qui n'en est pas vraiment une, entre évidemment le ministre Dubé et là, le ministre, 2 ministres, dont un ne semble pas avoir vraiment les pouvoirs là, pour agir. Peut-être que là, il y aurait quelque chose à... Mais évidemment, nos solutions ne sont pas miraculeuses, on l'espérait, mais il y a cet aspect-là. Là, est-ce qu'il faudrait revenir au centre de services sociaux? On a du mal à se positionner parce qu'on ne veut pas non plus créer une entité qui n'est pas soutenue correctement non plus, mais il reste, parce que c'était une particularité du Québec qui faisait que
à l'international, on se tournait vers nous, mais il reste que il faut pouvoir identifier le budget là, qui est accordé aux services sociaux. Ça n'a aucun sens que comme il n'y a aucune transparence. Je vais demander à Denis et à Nadine de poser une question. Je suis sûre qu'ils en ont. Vas-y, Denis. Oui. Vous avez ajouté quelque chose là, dans vos recommandations là, à propos d'un livre blanc sur le travail social. Je ne crois pas que c'était dans votre mémoire. On l'a pas. Ben moi, on le met à chaque fois là, dans nos présentations. Là. À chaque fois, on le mentionne, mais je ne sais plus si on l'a mis, si on ne l'a pas mis. Non, on ne l'a pas mis. Bon, ben, on l'ajoute aujourd'hui là, pour. On trouve que c'est pertinent aussi parce qu'on y va. Ben, on y va souvent au compte-gouttes. CHSLD, la PJ. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose de beaucoup plus large qui peut-être amènerait des changements favorables pour les services sociaux au Québec. Puis je pense aussi, puis on en parle de temps en temps, là, Mélanie et moi, que les gens ne savent pas ce qu'on fait. Je pense qu'il y a une méconnaissance des ministères, là, puis du ministère, ce que font les travailleurs sociaux, puis bon, les organisatrices communautaires, là, je vais donner là, la même chose aussi. Fait qu'on aurait tout avantage aussi d'avoir un livre blanc au Québec. Là. Pas Mélanie. Celui en France va être rendu public le 5 décembre le prochain. Donc, on va voir là, quelle portée que ça a, là, puis ça va peut-être être inspirant. Là. Je reviens à la question d'Ariane tantôt. C'est sûr que vous décrivez très bien là, deux grandes contraintes structurelles pour le travail social. Hein? La nouvelle gestion publique et, je dirais, la domination de l'approche biomédicale. Et vous proposez donc de séparer les budgets, mais je voudrais vous entendre là-dessus, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin avec l'idée de sortir les services sociaux du ministère de la Santé et de Santé Québec? Qu'en pensez-vous? Je vais y aller, mais évidemment, comme on le dit, là, nos solutions ne sont pas nécessairement miraculeuses, mais peut-être qu'on est rendu là, en fait, et on s'est posé la question, Josée et moi, justement parce que il y a une telle pression biomédicale, Denis t'en a déjà parlé, les données probantes de vie, les protocoles, c'est devenu que les travailleurs sociaux parlent comme des médecins, en tout cas. Et ça les met dans une position effectivement très paradoxante, hein, parce que les données probantes, ça vient d'une perspective positiviste en sciences sociales et le travail social n'est pas issu de cette perspective. Ce qui est important en travail social, c'est la situation, c'est l'évaluation de ce qui se passe. Ce n'est pas nécessairement la solution. Évidemment, on veut trouver des solutions. Là. Loin de moi l'idée du fait qu'on ne veuille pas trouver des solutions, mais il reste que ça positionne en fait les travailleurs sociaux, c'est ça, dans des situations là, de dilemme éthique, de conflit éthique. Et par-dessus ça, évidemment, il y a la reddition de comptes, ce qui fait que effectivement, je me pose aussi la question, sommes-nous rendus au moment où on devrait justement créer des institutions de services sociaux qui, au moins, pourraient se positionner là, de manière indépendante? Voulez-vous ajouter quelque chose, Josée, ou je laisse Nadine? Ce que je pourrais ajouter, parce qu'on s'est fait poser la question dernièrement, puis moi, j'ai répondu I had a dream, tu sais. Moi, j'ai commencé rien de moins. J'ai commencé à travailler au CLSC, moi, parce que j'avais envie d'être dans une perspective holistique. Moi, je viens du domaine des sciences de l'activité physique. Puis, on ne regarde pas juste, tu sais, la santé physique. Pour moi, j'ai fait un certificat en santé communautaire. Fait que, tu sais, c'est large. Fait que pour moi, c'était le souhait de travailler dans une perspective interprofessionnelle. Bien, peut-être qu'on est rendu là, peut-être. Mais en même temps, bon. Oui, excusez. D'accord. Je veux juste permettre, comme il nous reste 3 minutes, à Nadine de vous poser une question. Merci pour vos réponses. Nadine, vas-y. Écoutez, je pense que moi, j'avais souligné dans votre rapport d'ailleurs qui est très complet, une des premières recommandations que vous avez mentionnées, puis vous parliez de reconnaître le travail social comme profession de pratique prudentielle. Vous nous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez davantage
nous dire en quoi les États généraux pourraient contribuer à renforcer cet élément-là? C'est tout l'aspect aussi de faire les choses très vite. Aussi, on est dans une perspective quantitative, donc avec des quotas, une reddition de comptes qui est basée sur les chiffres, puis on fait les choses très rapidement, parfois trop. Puis vous lisez comme moi les journaux, là, ça amène des incidences dramatiques. Là. Puis je comprends qu'il y a des listes d'attente, puis des fois, bon, il faut accélérer la cadence. Mais le fait d'accélérer la cadence, ça amène aussi des enjeux aussi pour la population. Donc, pour moi, agir avec prudence, c'est aussi reconnaître que c'est donner l'espace professionnel aux intervenants d'exercer leur jugement professionnel. Puis quand on ferme, puis de pas subir, parce qu'il y a une pression, hein, fermer des dossiers, y aller très rapidement. Donc, moi, je pense que l'ordre aurait avantage à appuyer. Je ne sais pas si je suis claire, là, mais... Allez-y, Mme Bourque. Ben, je rajouterais peut-être, Josée, je pense que c'est toi qui m'as donné cet exemple-là dans le cadre d'un séminaire de stage là, où un étudiant est revenu dans ton cours et a dit finalement, je ne fais rien que remplir des grilles, moi, en travail social. Donc, il a nommé cette déprofessionnalisation-là et justement, c'est peut-être tout le côté prudentiel qui doit revenir au centre de la pratique. Avec tout ce que ça comporte, évidemment de temps, sachant qu'on est dans un système puis qu'on doit aussi être performant, mais en même temps, où justement, je pense que c'est Yves Couturier qui vient de publier un livre sur justement le fonctionnement du système de santé, mais où arrêter de répéter les erreurs et de refaire toujours la même chose et de donner de l'espace aux intervenants, aux professionnels qui, normalement, là, savent qu'est-ce qu'ils font. On fait plus de stats que d'évaluation. Puis les intervenants prennent plus de temps à faire des stats, puis sont plus interpellés par les stats que faire leur propre évaluation. Puis un exemple concret que je peux vous donner, là, en regardant ce que Mélanie vient de mentionner, bon, ben, il y a une étudiante qui me dit que le gestionnaire leur a dit « Faites pas vos évaluations, faites pas ça, vous n'êtes pas obligés. » L'étudiante s'est opposée, ben, elle dit « Pour moi, c'est un moment important où je peux apprendre à connaître, à créer un lien. » Mais ça en est des exemples aussi qui se font dans la pratique. Il y a toujours cette tension-là entre faire vite puis faire comme il faut, puis bien faire son métier comme il se doit, avec les règles déontologiques aussi. Il faut donner les moyens puis l'espace nécessaire aux intervenants et intervenantes pour faire ça. Là. C'est vrai que c'est une belle expression d'être une profession liée à la prudence. Je ne sais pas si c'est dans vos travaux ou dans d'autres où j'ai lu que presque 75% du temps était lié à des tâches administratives ou de statistiques par rapport à un 25% de temps pour établir des contacts avec les gens ou les collectivités. C'est quand même quelque chose de... Oui, dans certains services, évidemment, pas partout. Et ça peut dépendre des milieux aussi, parce qu'il y a des milieux plus, disons, axés sur la gestion, puis d'autres qui sont plus critiques aussi. Mais... Mesdames, le croiriez-vous? Ça fait 20 minutes qu'on parle ensemble. Déjà? Que ça passe vite quand c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de votre contribution. Merci à vous. Et au commissaire.